Alain Ferraz, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des promoteurs immobiliers Aquitaine-Poitou-Charentes. J'ai bon? C'est cela. Ouais. C'est ça. Comment est-ce que vous jugez l'évolution du marché immobilier bordelais ces derniers mois? Écoutez, l'année dernière, c'était absolument exceptionnel parce que l'agglo bordelaise a fait la plus grosse progression en nombre de réservations sur le territoire national, puisque finalement, on a eu un nombre de réservations supérieur de 40% en 2016 par rapport à 2015. Donc bien évidemment, c'était absolument extraordinaire et nous sommes bien évidemment conscients de la chance que nous avons d'habiter dans une agglomération qui donne tant d'appétence à l'achat du logement neuf. Alors, le corollaire, c'est qu'il y a une petite inquiétude sur les prix. Les notaires indiquent qu'ils ont progressé de 4% en 2016. Est-ce qu'on va vers une flambée? Non, on ne va bien évidemment pas par une flambée parce qu'on a un mode opératoire du financement du logement neuf en France qui est un mode opératoire très vertueux puisque c'est les banquiers qui donnent chacun le coup de tampon au prix final d'une opération de logement. Donc le banquier est très prudent, bien évidemment, puisque c'est lui qui rembourse en cas de défaillance du promoteur. Par Donc essence, le banquier par est essence, prudent. il est prudent et puis là, en aucun cas, il est encore plus prudent parce que c'est lui qui paie la promotion si par hasard le promoteur fait faillite. Donc les prix sont effectivement toujours dans la même logique. On a augmenté de 4%. En 2016 par rapport à 2015, ce qui me semble une augmentation vertueuse eu égard à la montée en puissance de la demande, quoi. Alors Bordeaux est un marché d'investisseurs à 70%. Est-ce que la tendance se renforce ces derniers mois avec l'arrivée de cette fameuse ligne à grande vitesse Bordeaux-Paris? Alors la tendance se renforce un peu. L'augmentation du nombre de logements vendus à des investisseurs a été de 18%, mais l'augmentation des logements vendus à des accédants a été de 50%. Donc en réalité, le pourcentage accédants investisseurs va en diminuant chez les investisseurs. Donc c'est une bonne chose parce que la ville, bien évidemment, souhaite qu'il n'y ait plus d'accédants. Et c'est une bonne chose aussi parce qu'il faut quand même préciser un peu ce que sont les accédants aujourd'hui. Les accédants pour un tiers sont des primo-accédants, c'est-à-dire des gens qui bénéficient des prêts à taux zéro, des conditions financières les plus attrayantes pour elles compte tenu du pouvoir d'achat un peu faible. Mais les deux tiers sont des logements vendus à des secondo-accédants qui sont des gens très attirés pour le logement neuf à Bordeaux. C'est une innovation depuis 2 ans. Les gens préfèrent vendre leur échoppe pour habiter des grands appartements un peu spacieux et surtout très, très éclairés sur des hauteurs qu'ont mis en avant les opérations d'aménagement à Bordeaux. La FPI que vous présidez couvre les ex-régions Aquitaine et Poitou-Charentes. Alors si on met de côté la métropole bordelaise, comment se portent ces territoires? Quels sont les points d'attractivité? Alors, il y a une agglo dynamique, c'est La Rochelle. Enfin, en gros, c'est Bayonne, c'est La Rochelle, c'est un peu Pau, quoi. Hein. Et donc, c'est ça. Le logement neuf est très concentré dans les agglomérations en France aujourd'hui. La Rochelle, c'est très dynamique. C'est un marché qui était parfois un petit peu chaotique et qui maintenant devient récurrent à la hausse, là, avec une augmentation de 30% l'année dernière. Avec des dialogues entre collectivités locales et promoteurs qui sont pertinents, qui arrivent à débloquer un peu certaines attitudes un peu trop extrêmes de la part de certains élus qui voudraient que tous les logements soient bon marché. Vous voyez, c'est un peu la caricature. Et à contrario, si vous voulez, sur le BAB, on est vraiment dans une logique où il y a un coup de frein absolu de la part des collectivités locales pour rendre la parole aux primo-accédants et aux logements sociaux, ce qui fait que ça bloque véritablement les transactions foncières. Il y a peu de terrains qui se vendent aujourd'hui. Et c'est embêtant parce qu'il y a une très belle volonté des gens d'habiter la côte basque. C'est là-bas, finalement, c'est à peu près 70% d'investisseurs qui sont... Non, 50% d'investisseurs sur la côte basque, 50-50, mais il y a quand même 50% d'investisseurs qui souhaitent racheter pour louer. Et compte tenu que les fonciers ne sortent pas, les permis de construire ne sont pas délivrés, on a un gros problème de blocage et de non-écoute de la part de certains de nos élus là-bas. Il va falloir convaincre alors, ça veut dire? Mon vice-président local, il travaille avec beaucoup de volonté, beaucoup d'enthousiasme, mais c'est très compliqué parce qu'on se heurte à une vision politique excessivement trop, à mon avis, exigeante dans l'instant. Je crois qu'il faudrait qu'on se fixe des objectifs à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, et sans rien arrêter, quoi. Hein. Oui, donc, le temps du politique répond rarement, au moyen ou au long terme en général. Oui, le problème c'est que après ils vont vite se rendre compte que ces éléments de croissance liés au logement neuf en termes d'emploi vont manquer dans l'équilibre budgétaire des communes. Parce qu'à un moment donné, l'argent, il va bien. Et puis les taxes d'habitation qui ne viendront pas, ça posera un problème au niveau de la collectivité aussi, quoi. Dernière question, Alain Ferraz. Aujourd'hui, on parle de Smart City. Alors comment les promoteurs abordent cette question? Est-ce qu'il y a des sujets qui font consensus et d'autres qui font plus polémique? Ouais, je dirais que le Smart City, c'est un peu comme Jourdain, quoi. Je crois qu'on en fait tous parce que, en réalité, je pense que, essentiellement, si vous voulez, ce qui fait une ville heureuse, là, c'est de faciliter faciliter la vie des habitants.
quand on construit des logements neufs le long des axes de transport, comme c'est le souhait de la collectivité locale, c'est le PLU et nous exécutons la volonté politique, quand on fait des logements le long des axes de transport, on crée du bien-être, parce que les écoles sont à proximité, il n'y a pas le traumatisme, etc. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, quand on fait, nous, du logement neuf dans le secteur diffus, on a systématiquement, nous, en tant que promoteurs, la volonté d'informer les voisins de ce que nous allons réaliser, etc. Donc on est dans une logique, aujourd'hui, dans l'urbanisme négocié, on est dans une logique d'échange par rapport au projet final et on prend en compte l'avis des voisins. Mais, sauf quand ces voisins sont des ayatollahs du non-construire, parce qu'à ce moment-là, ça devient compliqué. Mais quand les gens, on sait très bien qu'il y a des ombres portées, qu'il y a des nuisances. Donc ça, on travaille là-dessus, sur ce cadre-là. Bon, ça, à mon avis, c'est les éléments qui sont... Bon, une ville dans laquelle... Nous, on a une vraie habitude on travaille beaucoup aussi sur le service du logement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une sensibilité hôtelière des promoteurs qui disent qu'il est intéressant, quand on fait une opération de logement neuf, de créer des espaces communs, de créer du service, de créer de la conciergerie. Donc ça, si vous voulez, c'est un esprit qui est en train d'évoluer. On n'est plus dans des logements fermés les uns chez les autres, personne ne se rend compte. On est sur une augmentation des renforcement espaces du partagés. Lien social, voilà, via les espaces partagés. Alors, la difficulté qu'on a, nous, sur ce partage du lien social, c'est que la loi SRU est une loi qui demande de plus en plus de logement social au sein même des opérations immobilières. Et il y a des opérations dans lesquelles, si vous voulez, je dis que c'est très compliqué, parce qu'à partir du moment où on impose des logements sociaux dans une petite résidence qui va faire 30 logements, où on exige par exemple de faire 10 logements sociaux, c'est très compliqué, parce qu'économiquement, c'est très compliqué, parce que le de vendre au social, on lui vend à 2 000 € du mètre carré, alors qu'on va vendre 4 500 € à l'habitant qui achète l'appartement. Donc ça crée des difficultés. Moi, je crois qu'il faudrait... moi, je pense qu'on verrait mieux une Smart City dans des opérations où les opérateurs sociaux partagent avec les opérateurs privés des espaces dans les opérations d'aménagement. C'est-à-dire que, alors effectivement, c'est le reproche qu'on fait un peu à Alain Juppé, on lui dit, ouais, mais vous concentrez le logement neuf dans des opérations, par exemple, au bassin à flot, parce qu'il y a beaucoup de... Mais je pense que ce n'est pas inintéressant, parce que ce futur quartier des bassins à flot sera un quartier qualitatif, aimable dans ses liaisons douces, il y aura des commerçants, etc. Et tout. Donc pourquoi ne pas accepter cela? Ce ne sont pas des lieux comme on en faisait, où on faisait des ghettos urbains, donc c'est une bonne chose. Par contre, dans le diffus, si vous voulez, créer dans une résidence qui fait 20 logements, faire 5 logements sociaux pour partager une copropriété, c'est très compliqué. Voilà. C'est très compliqué parce qu'on ne sait pas comment gérer la copropriété en commun. Les opérateurs sociaux ne sont pas favorables à acheter 10 logements dans une opération de 25 logements. C'est très compliqué. Donc je pense que la limite du système, elle est là. Parce que nous, on dit de façon un peu désagréable, on appelle ça l'impôt palier. On dit, bon, c'est pas normal que... Mais c'est un peu... C'est caricatural, mais c'est pas... J'ai quitté la réunion où j'ai vu Alexandra répondre, j'ai pas eu le temps de l'écouter, c'est dommage, mais je pense qu'elle a dû tenir un propos pas loin de ce que j'évoque. La présidente nationale Alexandra, du FPI. Voilà. Merci Alain Ferras d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir.